Bien sûr, Public Sénat, bien sûr. Voilà pour ce documentaire de Marie-Ève Chamard et de Philippe Kieffer sur François Chérèque. Alors pour en parler autour de cette table, eh bien, pour parler bien sûr de l'homme, pour parler de l'engagement syndical et pour parler de ces réformes et de cette réforme des retraites qui bien sûr nous agite et n'a pas fini de nous agiter dans les mois et les semaines qui viennent. Autour de cette table, Marc Blondel, et je suis très content de vous revoir, parce que ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu, ça fait plaisir de revoir le Mister No, hein, le monsieur qui dit non à tout, c'était comme ça qu'on vous avait un petit peu baptisé, le général avec ses bretelles que vous avez toujours, je crois. Toujours. Bon, ces cigares, je ne sais pas si vous avez toujours. Toujours les cigares, et qui était donc le leader et le secrétaire général de Force ouvrière pendant 15 ans. 15 ans. En face de vous, Jean-Marie Pernaut, vous êtes politologue, vous êtes de l'Institut de recherche économique et sociale, vous travaillez sur les syndicats et vous avez notamment écrit « Syndicats, lendemain de crise » chez Gallimard, dans la collection Folio Actuelle. Je n'ai pas dit de bêtises. Avec un point d'interrogation, c'est très important. Lendemain de crise, point d'interrogation. D'accord. Jean-Denis Combrexel, vous êtes le directeur général du Travail. Autrement dit, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une direction du ministère du Travail. Du ministère du Travail. Qui s'occupe spécialement des relations avec les syndicats, voilà, etc. De la négociation collective et du dialogue social. Bon, et Marie-Ève Chamard, qui sera remplacée tout à l'heure par Jean-Louis Malice, le secrétaire national de la CFDT en charge des questions de retraite. Vous êtes donc la réalisatrice du documentaire qu'on vient de voir. On commence par ça quand même. Quelques mots sur ce documentaire. D'abord sur l'idée. Pourquoi avoir eu l'idée de faire un documentaire sur François Chérèque, hormis l'intérêt que, bien sûr, ça. Mais pourquoi vous avez choisi lui et pas Thibault, je ne sais pas qui? Ça fait plusieurs années, ça remonte à loin dans ce qu'on fait dans les documentaires, où on s'intéresse avec Philippe Kieffer à l'univers des médias, à la politique. Et on aime particulièrement faire des portraits. Et lorsque vous regardez aujourd'hui ce qui passe dans les chaînes de télévision en termes de portraits, vous voyez des gens qui sont très connus, on retrouve toujours les mêmes. Et en revanche, il y a des gens dans les syndicats qui ont un rôle très très important en France et qu'on a l'impression de connaître parce qu'on les voit partout sur les plateaux de télévision. Et en fait, on les connaît pas. Il n'y avait jamais eu de documentaire et de portrait sur lui? Non, à ma connaissance, non. Et pourquoi? Parce que personne n'avait jugé ça suffisamment intéressant? Parce que lui-même... Parce que ce sont des gens qui, en général, ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils représentent une collectivité, ils représentent des adhérents, ils représentent des militants. Donc, en fait, ils sont toujours très en retrait, même par rapport à leur propre engagement, sans parler, effectivement, qu'ils ne posent pas dans les magazines gala ou... Voilà, ils ne sont pas des gens qui sont des people, entre guillemets. Ce sont des gens connus, ce sont des gens qui comptent en France, mais ce sont des gens qu'on connaît très peu. Et alors, et là, il a accepté facilement ou il a justement accepté, il n'avait pas envie de se livrer? Et ce qui nous intéressait, justement, c'était de voir quelle était... parce que être syndicaliste, vous avez Marc Blondel sur le plateau, mais enfin, il pourra vous dire, c'est quand même une vie... compliqué. Je veux dire, on le voit avec les hommes politiques, les gens qui portent un syndicat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est un engagement de tous les jours, de tous les week-ends, de toutes les vacances. Et cet engagement-là, on se demande, voilà, qu'est-ce qui anime les gens? Pourquoi ils ont envie comme ça d'aller défendre d'autres? Quand même, Marc Blondel, parce que je faisais référence à vos bretelles, vos cigares, etc. Cette espèce de personnage qu'on avait de vous. Vous étiez un peu pipolisé, vous étiez un petit peu identifié pour votre caractère, vos sautes d'humeur, etc. Oui, je crois qu'il y a eu une évolution considérable en la matière. Et elle ne s'est pas faite pour satisfaire votre interrogation. Au contraire, les militants syndicalistes maintenant ne vont plus à la télévision. Ils vont à la télévision quand on les prend pendant quelques instants la veille d'un événement. Moi, je me souviens, j'ai participé sur les grandes chaînes du service public. Attendez, pardonnez-moi. Je ne voudrais pas faire une analyse critique, mais si c'est ce à quoi je pense, vous savez, faire venir 3 militants syndicalistes, laisser le ministre au premier étage, laisser parler les syndicalistes et faire venir le ministre après, moi je l'aurais refusé, hein. Puisqu'il était là, il était avec nous, il était devant. Ça aurait été le débat. C'était ça, je crois que, bon, le droit à la parole. C'était ça le véritable problème. Mais moi, je me souviens... Vous faites allusion à une émission, ça se serait passé comme ça, je sais pas, mais bon, je me souviens... C'est une émission de Madame Arlette Chabot, pour tout. Bon, je me souviens parfaitement de moi. J'ai fait Anne Sinclair le dimanche soir à 19h. Bon, eh bien ça ne se fait plus. J'ai fait des émissions où la participation syndicale, j'étais même parfois l'invité number one du bidule. Maintenant, ça n'est plus du tout ça. Il n'a jamais été invité à TF1. Est-ce que ça veut dire quoi? On montre les leaders syndicaux quand ils sont en manif.
Voilà, où on les montre en vitesse en disant il se passe telle chose. Parce que quoi? Parce qu'on ne peut pas vous écouter. Dites-moi, il se passe telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, une réaction immédiate. Mais on n'a plus du tout, justement, de militants syndicalistes avec qui il peut y avoir l'explication de quelque chose. Il est bien obligé, le militant, de répondre par un slogan quand il veut se faire comprendre. Donc, il n'y a plus ce débat. C'est exactement ce que dit François Chérec dans le film, c'est-à-dire qu'il dit que le rapport aux médias et des syndicats est un rapport qui est assez compliqué, c'est-à-dire que on ne passe, en tous les cas pour la télévision, les images que lorsqu'il y a des pneus qui brûlent, lorsqu'il y a des manifestations qui dégénèrent. On passera un extrait de ce point-là tout à l'heure. Hein. Sur le fond, le débat de fond intéresse assez peu les médias. Il ne s'intéresse que quand il y a quelque chose qui monte, qui fait de l'audience, qui fait du buzz, qu'on dirait aujourd'hui. Bon, on me dit qu'on peut le passer maintenant. Si on veut regarder justement dans votre documentaire cet extrait où François Chérec lui-même dit regardez, on ne s'intéresse à nous que quand on est derrière une banderole et qu'on manifeste. Le reste du temps, ça n'intéresse personne. Alors on regarde ça. Les médias ont une vision du syndicalisme qui est un peu archaïque dans l'image qu'ils donnent. Je dis bien dans l'image. Hein. C'est la manifestation et le syndicaliste qui gueule ou qui brûle des pneus qui est valorisé par rapport au syndicalisme qui essaye d'amener des solutions, qui négocie un plan social, qui fait une négociation. Donc la mise en scène du syndicalisme ne reflète pas ma conception du syndicalisme, pas totalement, parce que moi aussi je suis dans les manifestations. Mais quand on n'est pas dans la rue, on fait rien. Voilà. Quand on n'est pas dans la rue, on fait rien. Travail, mais ça se voit pas, parce que personne ne s'intéresse à ce qu'ils font. Avant de laisser la place justement à quelqu'un qui connaît bien de la CFDT, vous-même là, vous avez été surpris par le personnage que vous avez rencontré? Il correspond à l'image que vous en faisiez, ou vous avez découvert des choses différentes? D'abord, avec Philippe Kieffer, on a été très surpris sur la liberté de parole. De ton. C'est-à-dire, on ne pensait pas, et je pense qu'on n'aurait pas fait le film si ça avait été autrement, on ne pensait pas que ce serait quelqu'un qui dirait les choses aussi simplement. Parce que parler de son travail, parler même que parfois on a des doutes par rapport à ce que l'on fait, aux décisions que l'on doit prendre, je pense que pour quelqu'un qui est encore en poste, on va dire, comme on dit maintenant. Pour quelqu'un qui est en poste, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En même temps, on parlait de la vie privée, etc., et de la façon qu'il est de se livrer ou pas. Vous disiez, les syndicalistes ne sont pas des gens qui se livrent parce qu'ils représentent. Non, mais il parle quand même. On peut dire beaucoup de choses sur soi sans se faire filmer en repas en famille. Et on voit pas sa femme, on voit pas. Il parle pas de son père. C'est quand même un peu surprenant. Si, il en parle. Un peu, hein. Si, il en parle. Mais c'est aussi la façon dont on a monté le film, si vous voulez. Nous, ce qui nous a intéressé, c'était effectivement de raconter l'histoire d'un homme, de voir quels étaient ses engagements, de voir quel rapport il avait aujourd'hui avec les gens qu'il rencontre. C'est tout à fait intéressant quand vous allez dans les toutes petites réunions où il y a une 50aine de personnes ou 300 personnes. Voir la parole des gens, voir comment ils s'adressent à lui, c'est tout à fait intéressant et je pense que ça passe très très bien dans le film. Alors on va voir un deuxième extrait du film. Merci beaucoup et merci pour ce documentaire. On va voir un deuxième extrait du film justement sur l'engagement où lui-même nous dit comment ça lui est venu cette idée de s'engager en syndicalisme, si je puis dire, puisqu'on a l'impression qu'on s'engage en syndicalisme comme dans d'autres choses comme ça où on y voue sa vie. On y va. Je travaillais à l'hôpital de Digne. J'étais ce qu'on appelle sous le secteur psychiatrique. Donc, on nous demandait de réinsérer des enfants que la société ne voulait plus dans une société qui ne plaisait pas. Voilà. C'était ça le souci. C'est-à-dire, globalement, on était des régulateurs sociaux quelque part. Alors que ce soit vis-à-vis de la folie ou vis-à-vis de la délinquance, c'était où vous protégez la société de ces enfants-là qu'on ne veut pas voir, ou éventuellement, s'ils ne sont pas suffisamment malades ou moins malades que qu'on le dit, l'essayer de les réintégrer dans la société. Mais la société, elle ne me plaisait pas, et en plus, elle ne les voulait pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, si je veux vraiment que ces enfants soient acceptés dans la société, il faut peut-être évoluer et agir sur la société. Et c'est comme ça que progressivement, dans ce professionnalisme militant, je suis devenu plus militant que professionnel, voilà. Et petit à petit, je suis devenu syndicaliste. Ouais, c'est marrant de voir dans cet extrait du documentaire qu'il y a une sorte de regret pendant longtemps
chez François Chérèque, c'est de ne plus pouvoir revenir à son métier d'origine et à être complètement absorbé par le militantisme. Alors, Jean-Louis Manis, vous nous avez rejoint, vous êtes de la CFDT, vous êtes le secrétaire national en charge de la question des retraites, on va bien sûr en parler. Vous le connaissez bien, ce personnage, le François Chérèque. Un peu quand même, vous savez. Le portrait, tout ça, ça vous a surpris de voir qu'il acceptait un portrait? C'est quelqu'un à la fois de très simple et qui n'aime pas du tout ce côté justement bipolarisation. Donc oui, c'est surprenant, mais en même temps, je pense qu'il mérite à être connu, François, justement par son côté extrêmement franc et sincère. Et c'est surprenant de se dire qu'il n'y avait pas de documentaire qui avait été fait comme ça, de portrait sur lui. Des tout petits, mais jamais de cette dimension-là, de cette profondeur-là aussi. Alors cet engagement, l'engagement syndical, pourquoi est-ce qu'on s'engage? Je vais me tourner à vous encore une fois. Pourquoi est-ce que, hop, on dit un jour, je vais m'occuper des autres, entre guillemets, ou je vais porter le drapeau de force ouvrière? Vous essayez de normaliser les choses, ce n'est pas vrai. Chaque militant syndicaliste a sa propre démarche. Moi, ma démarche, elle était totalement différente. Je suis né et j'ai vécu pendant pratiquement l'occupation allemande dans les corons. Il y a eu un phénomène de solidarité qui faisait qu'il était impossible que je m'isole des camarades et notamment des mineurs parce que la famille l'était, je l'étais, etc., etc. Mais on peut avoir la fibre ouvrière et puis devenir un porte-parole d'un mouvement syndical, c'est pareil. Après, la mécanique, c'est une question de circonstance. Je m'étonne d'ailleurs que François dise ça parce que quand même, Jacques était là, donc il était avant qu'il soit. Oui, mais non. Oui, mais avant qu'il soit à l'hôpital de Digne, il a vécu dans une famille qui était déjà une famille militante, quand même. Bon, avec Jacques Chirac, enfin, passons. Bien. Mais à partir de ce moment-là, moi, je vais vous faire une confidence maintenant, c'est sans importance. J'ai été candidat pratiquement à nombreuses responsabilités syndicales, sans ambition. Au départ, je n'avais pas du tout envie de devenir le responsable. C'était pas du tout mon ambition. Et puis c'est les circonstances qui ont fait qu'au moment où les échéances ont eu lieu, j'ai dit c'est peut-être toi qui est le moins mauvais. Alors donc tu vas y aller. Bon, et j'ai toujours été candidat avec un candidat contre moi d'ailleurs au passage. Vous avez été poussé par le. Oui, par le phénomène du militantisme. Je crois qu'il faut dire quelque chose qui est à peu près vrai pour l'ensemble des organisations syndicales. On n'arrête pas le vendredi soir pour reprendre le lundi matin quand on est militant syndicaliste. Quand on est militant syndicaliste, on s'est engagé, et pas simplement à la lecture de la presse. À la limite, on n'y peut plus rien. Moi, ça continue. Tous les jours, je m'interroge en disant « et là, et là, et là, et là ». Voilà. Vous continuez à être actif. Au moins dans ma tête. Au moins dans ma tête. Un petit peu avec votre successeur, vous avez des conversations, vous discutez. Ah, mais quand même. Oui, mais bien sûr. Vous allez continuer à donner votre point de vue. Mais je veux dire que le militantisme, une fois où on est pris, eh ben, la mécanique y va et on oublie tout. Et je vous dis, du temps de mon activité, maintenant je ne pars plus en vacances, mais du temps de mon activité, je partais à tout casser 10 jours en vacances. Et encore, il m'est arrivé de partir en voiture de Paris jusqu'à Orléans et revenir parce qu'il me semblait qu'il fallait que je fasse quelque chose. Celle de François Chirac n'est pas la même. On voit que non, je pense que François, il raconte qu'il peut interrompre des réunions, qu'il peut dire non, parce que justement, il veut être cohérent avec ce qu'il prône, c'est-à-dire le respect de la vie privée et de la vie professionnelle. Je respecte le parcours de Marc Blondel et tout ce que symbolise des messieurs comme lui qui ont énormément apporté globalement au syndicalisme. Voilà. Mais je pense que François, il a un choix de vie aussi qui respecte l'équilibre avec sa famille. Et il nous demande d'ailleurs à nous, ceux qui sont ses compagnons de route, ceux qui travaillent avec lui, d'être très attentifs à nos familles, à nos enfants, et de ne pas être totalement une machine. Parce qu'on peut être syndicaliste et on doit d'ailleurs en même temps être dans la vie réelle. Et la vie réelle, c'est évidemment les coups de fil le week-end, c'est vrai, les trucs qu'on a à faire le week-end, mais c'est aussi être capable d'être quelqu'un comme tout le monde, de vivre pleinement sa vie avec déjà nos enfants souffrent d'une certaine manière. Comme un ministre peut se couper éventuellement d'arrêté quotidienne. Il faut faire ses courses au supermarché moi je fais mes courses le samedi matin et François aussi. François il me raconte quand il va faire le plat de sa bagnole, qu'il a des petits soucis des fois quand il se trompe etc. Non, on a enfin c'est ce qui a été dit tout à l'heure par la réalisatrice, c'est-à-dire que on est d'abord des gens qui n'avons pas forcément imaginé un jour d'être des responsables nationaux, y compris François. Il le dit dans le reportage. Oui, et vous-même par exemple. On est porté par les événements, on est plutôt poussé par les collègues. Moi, j'ai jamais eu vraiment personnellement une ambition de. Tous les jours. Vous allez me faire croire que les syndicalistes qui deviennent patrons de centrales syndicales n'ont pas d'ambition. Pas celle-là.
Moi, je vous assure, j'assume. L'ambition, c'est peut-être beaucoup, mais l'ambition vient à partir du moment où la mécanique se met en route, où la responsabilité vient, où il faut bien que quelqu'un prenne la décision de coordonner tout ça, etc., etc. Parce que vous êtes battu pour arriver à la tête de Force ouvrière quand même, c'était pas gagné, Ah, donc attendez, il a moi, bien fallu que vous ayez envie d'y aller. Hein. Pardonnez-moi, Bon. lorsque tout le monde raconte cette histoire d'ailleurs que tous les débuts d'année, j'allais voir Bergeron, on lui disait si tu t'en vas, je serai candidat. Donc tout le monde sait ça. Donc tout le monde dit marrant, en fait, non Blondel est fou d'ambition, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je respectais d'abord Bergeron. Je lui disais si tu t'en vas. C'était lui qui décidait. Et deuxièmement, je pensais que j'étais celui qui pouvait correspondre. Bon, mais à la limite. Mais il voulait pas. Autre chose. Non, il voulait pas. On ne refait pas l'histoire, parce que je dis ça parce que par rapport à Nota, qui, elle, visiblement, a choisi Chirac. Hein, c'est plutôt fait comme mais ça. alors vous pouvez, par rapport à Mailly, maintenant, moi j'ai choisi. C'est vous qui l'avez Mailly. choisi, J'ai absolument. Enfin, j'ai choisi. J'ai dit qu'il serait le candidat qui, à mon avis, serait le meilleur. Voilà. C'est à la fois personnel, c'est un choix un peu personnel, c'est-à-dire qu'effectivement, le secrétaire général sortant a un avis, mais la décision est discutée avec les collectifs, et ensuite, on détermine finalement celui qui assure à la fois la continuité et le renouvellement, quoi. Si vous permettez, moi je voudrais ajouter quelque chose, et c'est peut-être l'occasion, je ne sais pas si elles le verront. Moi j'ai 2 filles et 6 petits-enfants. J'avoue que j'ai eu de la chance. Mes 2 filles ont réussi à se débrouiller pas mal dans la vie, mais je n'y suis pour pas grand-chose. Parce que vous ne les avez pas vu grandir, c'est ça? À cause du syndicat. Parce que je rentrais à n'importe quelle heure et que je repartais à n'importe quelle heure. Et puis parce que, etc. Et c'est ma femme qui a été quelqu'un de déterminant en la matière. Et je n'ai jamais voulu être le lion qui grogne quand quelque chose n'allait pas. Hein. Alors, donc, ça veut dire que pratiquement, j'ai eu la chance d'avoir des filles qui ont travaillé et ça a marché, tant mieux. Mais j'aurais pu avoir des grandes catastrophes. Bon, la fierté du syndicaliste et le regret du PR. Hein, c'est un petit peu ça chez vous. Alors, très bien, on voit des motivations, on voit comment on peut avoir la vocation et s'engager dans ce mouvement-là et dans ce militantisme-là. Comment? Avec quelle méthode? Comment est-ce qu'on va fonctionner? Est-ce qu'on peut raconter un petit peu comment le syndicalisme français s'organise entre des mouvements comme Force ouvrière, des mouvements comme la CFDT, qui sont quand même assez proches et assez écartés en même temps? Oui, parce que là, on parle de l'engagement un dirigeant syndical, il y en a un tous les 10 ans en moyenne. Ça tourne, mais ça serait bien aussi de parler de l'engagement des autres. Hein, pas tous obscurs et sans grade, mais enfin, la vie syndicale, elle est conduite au jour le jour par des tas de gens qui y consacrent beaucoup de temps, avec toujours une réflexion qu'on se pose chez les chercheurs, c'est est-ce qu'il y a eu une transformation de l'engagement au fil du temps? Est-ce que ce qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que ce don de soi à l'organisation, qui a longtemps paru marquer l'engagement des dirigeants, des responsables, à tous les niveaux. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une période où ceux qui s'engagent essaient de faire davantage qu'avant, peut-être, la part de la famille, des loisirs, des vacances, etc. C'est pas absolument certain parce que, sans doute ce que disait Jean-Louis Malice, il y a des gens qui aujourd'hui essaient d'avoir un emploi du temps un peu moins chargé, se préoccuper d'autre chose. Même, hein. Non, mais ça n'a rien à voir. Et sans doute qu'on travaille mieux d'ailleurs quand on fait des pauses. On est militant, on n'est pas. On compte pas ses heures. Après, c'est une caractéristique. Moi, j'arrête pas non plus de travailler le vendredi soir. Il y a des tas de hauts fonctionnaires et de cadres supérieurs qui aussi sont remplis, ou d'autres d'ailleurs, qui sont remplis de la mission qu'ils ont, des journalistes, des enseignants, que la situation de leur classe ne laisse pas indifférent quand ils la quittent, etc. C'est un peu la vie moderne est très prenante là-dessus. On sait très bien. Vous dites, voyons pourquoi d'autres s'engagent. Et quand on parle du syndicalisme français, on s'interroge toujours sur ces faibles troupes, même si la CFDT, je crois, vous revendiquez 800 000 adhérents, c'est le plus gros nombre d'adhérents parmi les syndicats français, plus que la CGT, je crois. Légèrement plus. Légèrement plus. Enfin, il y a toujours une guerre de chiffres entre les deux. Mais pourquoi est-ce qu'on a si peu d'adhérents en France autour des syndicats français? Alors là, vous soulevez une question qui mériterait un long débat, mais il est vrai que c'est la question qui vient spontanément. C'est pourquoi si peu d'adhérents et autant d'organisations, sachant que le lien entre les deux faits n'est pas absolu. Puisque, avec un taux de syndicalisation, je ne sais pas combien il est. Un taux de syndicalisation qui est faible, oui, mais alors il faudrait aussi voir pourquoi il est fort ailleurs et que très souvent, la place du syndicalisme en France n'est pas du tout la même dans les dispositifs sociaux. Il y a environ 2 millions de personnes qui sont syndiquées, pardon. Alors on dit toujours c'est peu, en même temps 2 millions de personnes, c'est pas exactement rien. Et moi, je préférerais m'interroger sur le fait de savoir pourquoi les gens se syndiquent.
En France, plutôt. Bah non, oui, mais on pose toujours la question pourquoi ils se syndiquent pas, et on trouve toujours des tas de bonnes raisons. La division syndicale, la bureaucratisation des syndicats, l'image qu'ils donnent, et ce qu'on évoquait sur ce qu'évoque Chirac dans le documentaire, on les voit quand ça va mal, quand il y a des pneus qui brûlent, etc. Concourt d'ailleurs à une certaine image. Donc les raisons pour ne pas adhérer au syndicalisme sont assez simples à trouver, elles sont multiples. Ou quelquefois l'aspect révolutionnaire des syndicats, c'est qu'ils vont pas être dans de la réforme, dans de la... Vous savez, l'aspect révolutionnaire des syndicats, j'attends de voir lequel syndicalisme est véritablement... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle révolutionnaire. Par rapport aux Allemands qui seraient plus dans une sorte de cogestion... Oui, mais ça relève d'une méconnaissance totale du syndicalisme allemand. Enfin, on raconte des choses sur les syndicats à l'étranger, à partir desquelles on compare le syndicalisme français, mais on ne sait pas ce qu'on compare. On compare des sociétés, en réalité, qui sont complètement différentes, dans lesquelles le syndicalisme a des places assez différentes. Et on ne compare pas les patronats aussi, qui sont extrêmement différents. On ne compare pas l'État, qui joue pas le même rôle. Vous êtes pas aussi pessimiste qu'on peut l'être en général quand on parle des syndicats français. Vous dites, c'est pas... La situation, on a nos spécificités. La situation n'est pas excellente. C'est relativement simple. On nous reproche d'avoir des acquis que les autres n'ont pas. À commencer par la retraite à 60 ans. Oui. À commencer par les 35 heures, etc. Tout le monde est en train de dire dans les autres pays, et pourtant les autres pays ont des syndicats supérieurs en nombre à nous. Donc, à la limite, je me pose la question, est-ce que c'est un signe d'efficacité, le nombre? Ou est-ce que c'est un signe d'aisance? Non, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Est-ce que c'est un signe d'aisance? Alors moi, je vais vous faire remarquer quelque chose. Nous avons la chance de vivre dans une république, avec une notion qui est la notion égalitaire. C'est-à-dire que quand un syndicat signe quelque chose, c'est applicable à tous. Au moins c'était, parce que maintenant... on va voir avec vous, il y a des changements. Il y a une évolution qui est une évolution considérable. Pour la signature de ces fameux accords. Bon, les droits syndicaux étaient identiques pour tous. Vous regardez nos voisins en Belgique. Pour avoir le droit au chômage, il faut être syndiqué parce que c'est les syndicats qui gèrent les caisses de chômage. En France, même si on n'est pas syndiqué, on a le droit au chômage. Hein, c'est vrai pour la Sécu, etc. Vous regardez avec nos camarades allemands, regardez avec tous les autres pays, il y a en plus en Allemagne, il faut quand même rappeler un petit peu l'histoire, à la fin de la guerre, on a voulu interdire les syndicats qui auraient été trop contestataires parce qu'on a eu peur d'un retour des nazis vers le communisme, je vais dire, pour simplifier. Bon. Donc vous dites que c'est un mauvais procès. Et on a dit qu'on faisait de la cogestion. Et la cogestion, elle est passée par quoi? Elle est passée par une gestion sociale. Vous savez qu'il y a encore quelques années, le DGB avait une assurance qui était une compagnie d'assurance. Il avait une coopérative de construction qui a construit le casino là. Allemands, britanniques, qu'on connaît, et qui explique aussi l'adhésion qui est devenue impérative. Quelquefois, dans certains endroits, on est obligé, entre guillemets, d'adhérer au syndicat. Oui et non, c'est un débat compliqué. Il faudra regarder pays par pays, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des dispositifs sociétaux dans beaucoup de pays qui font que l'adhésion est sollicitée. Même si on n'y croit pas, il y a un intérêt à être syndiqué. Bon, ce qu'on n'a pas en France. En même temps, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas notamment une chose qui est que, à la fin des années 70, on avait un taux de syndicalisation entre 20 et 25%, et qu'aujourd'hui, il est à 8. Et ça, c'est une vraie interrogation pour les syndicats français. C'est pas un signe d'aisance, Marc Blondel. Au contraire, on pourrait dire que le taux est à 8 maintenant. Oui, le taux est à 8, qui est faible. Et encore, bon, si on fait une ventilation privée-publique, on se rend compte qu'on ne parle pas exactement des mêmes choses. Il est de 5% dans le secteur privé, il est de 15% dans le secteur public. Donc on a quand même un vrai problème, parce que la légitimité syndicale, elle existe, parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui passent par eux dans l'espace public, la capacité à organiser des manifestations, etc. Tout ça participe de cette légitimité. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même un manque d'aisance à travers le nombre d'adhérents, et qui pose des questions d'indépendance du syndicalisme. Sujet auquel vous êtes souvent attentif à Force ouvrière. Oui. Bah si, parce que quand on n'a pas d'adhérents pour financer les appareils, il faut bien les financer d'une certaine façon. On réduit l'appareil. On trouve les financements. Quel financement? Alors là, allons-y, dites-moi, parce que je voudrais bien, avec le recul, savoir où j'aurais pu trouver des financements. Alors attendez, qu'est-ce qu'on dit du côté du ministère du Travail quand on regarde ça, justement sur la vivacité du tissu syndical français et sur leur représentativité? Les règles ont changé, vous allez nous expliquer, mais voilà, on se dit quoi? Parce qu'on entend souvent les politiques se plaindre de ne pas avoir suffisamment des syndicats assez forts en face d'eux pour discuter. Ce qui se passe, c'est-à-dire que l'État, là, en France, on a tendance à dire que l'État s'occupe de tout. Et que d'une certaine façon, les partenaires sociaux n'ont pas suffisamment de champ. Alors ce qui s'est passé quand même ces dernières années, c'est que la plupart des lois ont abouti à élargir de façon considérable le champ de la négociation collective. Donc autrement dit, il y a une sorte de rééquilibrage entre la loi et la négociation collective.
Et donc, dans ce cadre-là, les syndicats sont amenés à jouer un rôle de plus en plus important. Et donc, la réforme de la représentativité, ça consiste justement à dire que comme il y aura de plus en plus d'accords, comme il y aura de plus en plus de négociations collectives, il faut faire en sorte que les syndicats soient plus légitimes encore qu'ils ne l'étaient auparavant. D'où une réforme de la représentativité qui est fondée sur les élections. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, donc c'est une évolution. Et donc, non seulement il y a beaucoup de dialogue social, mais de plus en plus, il y aura un besoin de dialogue social. Alors après, la question qui est posée, c'est de savoir quel est par rapport à ça, par rapport à cette évolution. Ça veut dire que sont admis pour signer un accord des syndicats en fonction du score qu'ils ont fait aux élections. Du score qu'ils ont fait aux élections comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. Bon, et là, on peut dire qu'ils représentent un certain pourcentage, je crois, oui, 10%. 10%, oui. Hein, dans les entreprises, oui. Du volet de l'entreprise, de la masse salariale de l'entreprise, ils peuvent signer et c'est valide. S'il n'y a pas, ils peuvent négocier, éventuellement signer, à condition qu'il n'y ait pas 50% de l'équivalent de la masse salariale représenté par d'autres syndicats qui s'opposent à l'accord. Si j'ai bien compris. Oui, quoi, 50%. Quoi. Il faut pas qu'il y ait des syndicats et plus de 50% pour protester. Voilà. Bon. Et ça change beaucoup de choses, ça. Évidemment. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer. Alors là, mais vos uns pourront en parler. Ça peut changer le paysage syndical. Ça changera nécessairement la posture des syndicats parce qu'ils seront, je le dis, ils seront amenés à jouer un rôle de plus en plus important. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une prime à ceux qui négocient? Hein, on verra. Non, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, il y avait d'abord une forme d'éparpillement syndical et de fait, ça va clarifier le champ syndical. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que on pouvait à la limite à certains moments ne pas signer, laisser les autres signer. Et finalement, les salariés en bénéficiaient. Aujourd'hui, il va falloir que les organisations qui gagnent leur légitimité, pas uniquement de la loi, mais du vote réellement des salariés, s'engagent pour que réellement les salariés puissent en bénéficier. C'est intéressant, c'est la CFDT qui dit ça. La CFDT qui a été montrée du doigt comme celle plutôt bénéfique si les salariés Moi, je sais pas, Marc, mais moi j'étais dans la métallurgie. J'étais dans la métallurgie, dans une entreprise de la sidérurgie. On avait un syndicat qui faisait 4%, qui signait un accord salarial, il s'appliquait. Nous, on allait aux négociations. La signature était faite quasiment avant les discussions. C'est pas sérieux. Ben non. Ben, je suis désolé. Si c'est la démocratie, ça veut dire que les salariés donnent leur avis, qu'on leur donne leur avis, et ensuite les organisations syndicales qui ont le soutien des salariés négocient leur nom. Il n'y a rien de plus simple que ça en termes de démocratie. Ce qu'on est en train d'expliquer, moi je ne vois pas pourquoi une organisation syndicale qui signe, elle engage et c'est applicable à tous, et celle qui ne signe pas, si elle n'est pas d'accord, elle continue le combat. Je connais une organisation qui a fait ça pendant 30 ans. Pendant 30 ans, elle a fait ça. Bon, je ne parle pas, chacun l'aura compris. Mais moi, je vais dire, non. Ce que l'on se trompe, et là, c'est parce que nous sommes sur une chaîne particulière, et je dis ça aux hommes politiques. Et où l'on se trompe, c'est qu'on est en train de rendre un coup de main au patronat absolument exceptionnel, vous m'entendez? Pour la bonne et simple raison que depuis les 35 heures, depuis que M. Sellière est devenu non plus président du Conseil national du patronat français, c'est-à-dire un concept un peu vague, etc., qui était le patronat, mais le mouvement des entreprises, ce qui est tout à fait autre chose, il a dit dans son discours de Strasbourg qu'il ne voulait plus négocier au niveau interprofessionnel. C'était l'une des originalités du syndicalisme français et de la négociation collective en France. On négociait au niveau interprofessionnel et il a dit au patron, vous négocierez dans vos branches si vous voulez et vous négocierez si vous voulez aussi dans vos entreprises. De surcroît, il a fait venir auprès de lui les gens des assurances. Il a inséré la banque, la fédération de la banque à l'intérieur du patronat. Ce qui fait que maintenant, les professions qui étaient lui-même, etc., c'est-à-dire les professions qui, elles, avaient pris la pratique de la convention collective. Je ne parle pas que c'était toujours bon, mais la pratique de la convention collective, eh bien, elles ont été rééquilibrées en quelque sorte, et maintenant le critère financier l'emporte et économique sur le critère social au MEDEF. Et nous sommes, permettez-moi de terminer, et nous sommes ainsi à la situation des anglo-saxons. Nos camarades anglais, par exemple, eh bien, le patronat anglais s'occupe de l'économie, mais pas du social. Aux États-Unis, on négocie dans les entreprises. Vous avez gardé le nom entre M. Sellière, mais ça, on sait que vous l'aviez depuis longtemps, donc c'est pas nouveau. Monsieur Non. Vous êtes toujours Monsieur Non. Je suis toujours Monsieur Non. Vous avez baptisé. Non, Monsieur Non, c'est autre chose. Si vous voulez un jour, faites un truc sur moi, vous comprendrez. C'est Balladur qui m'a inventé le terme Monsieur Niette.
parce qu'on lui avait cassé C'était son un histoire. peu l'attitude de FO aussi à une époque quand même. Hein, Non, 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 non. Regardez toute l'histoire de FO. Je suis peut-être celui qui a signé le plus de conventions collectives dans ce pays. Bah oui, la Direction générale du travail tient à jour le bilan de la négociation collective. Enfin, le bilan tout de la ça, négociation collective, c'est qu'il n'y a pas tous les syndicats signent des accords d'entreprise, et ça va de 80% pour la CGT à 92% pour la CFDT, et FO est plutôt vers le sommet. Pareil pour les conventions collectives de branche, et pareil pour les grands accords interprofessionnels. Alors, je pense que si on renvoie véhiculé sur FO, c'est un syndicat qui signe aussi. Oui, historiquement, Force ouvrière a porté la politique contractuelle en France. Enfin, il faut quand même, il faut être responsable. Quel que soit après, il y a une partie qui n'est pas une mise en scène au sens sociologique. Si vous négociez pour gagner quelque chose... Quand vous avez Marc Blondel à la télévision, il peut dire non, il peut dire faire tout ce qu'il veut. Dans les entreprises, ces syndicats signent des accords parce qu'ils estiment qu'il faut qu'ils signent. Dans les branches, ces fédérations signent des accords. Et la Confédération signe plus d'accords professionnels. Monsieur le directeur du travail, il y aurait deux visages du syndicat. Il y aurait ce qu'on peut voir dans la rue, effectivement, et puis il y aurait la réalité après des négociations. C'est simplement en lien avec le film. Tout le monde voit les grandes messes, c'est-à-dire les grands accords nationaux interprofessionnels. Mais l'essentiel de l'activité syndicale, c'est ce qui a été dit. Ça se passe au niveau de la branche et ça se passe au niveau des entreprises. Et quand on regarde effectivement le bilan de la négociation collective, il y a une intense activité de négociation autant au niveau des branches qu'au niveau des entreprises. Et que ça concerne l'ensemble des syndicats. Donc, contrairement à l'idée reçue, les syndicats français ne sont pas arc-boutés sur des positions comme ça, réfractaires à toute négociation. C'est pas vrai. Non, mais évidemment. C'est-à-dire que, attendez voir, dans les entreprises, l'objectif de tous les militants, c'est d'engranger des acquis. C'est pas simplement de contester. Et lorsqu'on discute salaire, on discute évolution de carrière, formation, santé au travail, il y a des champs de négociation qui se traitent tous les jours. Mais c'est la partie non visible du syndicalisme. Et on nous voit effectivement agiter nos drapeaux. On doit le faire. Mais l'essentiel de notre vie militante, c'est la négociation, c'est le contact avec les salariés, c'est pas les manifestations, c'est pas l'essentiel de notre vie militante. Moi, je pense qu'on nous pose de manière absurde, et les études du ministère du Travail le montrent, la négociation et l'action collective ne s'opposent pas. Ce sont deux formes, deux moments d'un même processus, qui est le processus de la représentation. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit il y a le plus, là où il y a le plus de négociations, c'est aussi là où il y a le plus de conflits. Il y a une corrélation entre les deux, bien sûr. Parce que le conflit négocier, en fait. Bah oui, c'est le rôle normal. Cette image d'une société dont la radicale modernité, ça serait qu'il n'y ait plus de conflits sociaux, c'est une absurdité. Enfin bon, Durkheim l'a déjà montré et d'autres depuis le début du XXe siècle. Le conflit fait partie de la réalité du monde industriel, il s'est développé avec, et toute la question est de la façon de le régler, la façon de l'organiser, de le canaliser. Des syndicats qui récuseraient le principe même de la négociation collective, on n'a jamais vu ça. Même les syndicats solidaires à qui on donne cette étiquette, ils négocient, ils ne signent pas beaucoup, mais ils négocient. Appliqué aux retraites. Parce que là, on rentre dans des zones qui sont toujours un petit peu dangereuses. Les retraites, on l'a vu par le passé, c'est délicat de savoir qui est-ce qui va accepter des choses, alors que d'autres ne vont pas l'accepter, etc. Là, on est sur un truc, une exposition nationale. Il ne s'agit pas de l'entreprise, on négocie quelque chose. Là, on est vraiment sur un truc qui va concerner tout le monde. Ça veut dire quoi, alors, appliqué aux retraites? Quand on voit la CFDT, est-ce que tout le monde va se retourner en clair vers la CFDT en disant est-ce que c'est elle qui va bouger à nouveau, quand d'autres seraient peut-être plus figés? Nous, de toute façon, on bouge. On laisse pas les choses en l'état. On bouge de toute façon. Non, mais pour les retraites, il y a à la fois une partie qui est réellement au pouvoir du politique, c'est-à-dire que les règles générales des retraites, c'est la politique. Puis nous, on a les complémentaires. Sauf que les cotisations retraite, pour l'essentiel, viennent du travail. Et donc, ça nous donne légitimité pour discuter avec le gouvernement, avec les parlementaires aussi, des questions, enfin, des choix que la société va faire sur les retraites. Et là, on a effectivement des attitudes qui peuvent être différentes en fonction du temps. En 2003, pour dire les choses clairement, il y avait deux choses qui pour nous étaient essentielles. La CFDT a dit oui. On s'est engagé. Il y avait deux choses qui étaient essentielles. D'abord, ça n'a pas plu à tout le monde, ça vous a coûté en adhérant, hein? Oui, ça nous a aussi permis d'avancer d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça a été douloureux, c'est vrai, mais ça nous a permis de passer un cap en termes de positionnement d'une organisation par rapport aux politiques. C'est-à-dire, on doit regarder une réforme par rapport à son contenu, pas forcément à la couleur politique du pouvoir qui est en place. Et en particulier en 2003, ce qui était important, il y avait deux éléments très forts en 2003. Il y avait un élément, c'était d'être sûr que le système de répartition allait être le système de référence. Et on a du mal à se souvenir qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de gens qui étaient très proches du pouvoir, qui disaient que le système de répartition était mort. Et donc, il fallait consolider ça. La loi l'a globalement consolidé. Aujourd'hui, même s'il y a encore des tentations pour imaginer la capitalisation qui se développe, évidemment. Mais n'empêche que, globalement, plus personne n'ose le dire. Vous avez sauvé ça? Ça. Quitte à accepter une augmentation
Alors, de la durée de cotisation. L'augmentation de la durée de cotisation a été programmée en 93, on demande l'avis de personne. Y compris pour le en 2003, on a estimé normal. Il fallait savoir qu'en 2003, il y avait des gens qui cotisaient 46 ans pour avoir leur retraite pleine et entière dans le privé et 37 ans et demi dans le public. On a estimé que aller dans le sens de l'égalité, c'était que tout le monde cotise 40 ans, mais par contre, excusez-moi, ce qui a été très important, c'est que ceux qui cotisaient plus de 42 ans à l'époque puissent partir au départ anticipé à la retraite, en retraite pleine et entière, ce qui était une première dans le droit français. Que les salariés qui ont cotisé 42 ans, qui ont commencé à travailler à 14, 15, 16 ans, puissent partir à la retraite. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, juste. quand on fait ce chemin-là, et ça va vous concerner aussi, M. Blondel, est-ce qu'à un moment on se dit, bon bah, je suis syndicaliste, mais je vais peut-être aller prendre un chemin qui ne va pas forcément être compris par tout le monde, parce que je pense qu'effectivement on doit le prendre. Et on prend des risques. Tous les jours. Tous les jours. Mais j'étais, moi, à 2003, dans la négociation. Oui, dans vos. Alors, je veux bien que, et c'est normal, les organisations syndicales disent grâce à nous, grâce à nous, grâce à nous. Moi, je vais vous dire la situation de 2003. Non, nous sommes convoqués par M. Fillon. Et nous voyons arriver non seulement M. Fillon, mais M. Jean-Paul Delevoye en tant que fonctionnaire, ministre de la fonction publique. Et nous avons comme interlocuteur en face de nous M. Sarkozy, frère, qui est vice-président du MEDEF à l'époque. Il est maintenant d'ailleurs le patron, fort curieusement, d'un régime paritaire rue Médéric. Alors, passons. Et moi, pendant 4 heures, j'ai fait tourner en rond le débat en disant, nous parlons de quoi? Nous parlons des retraites ou nous parlons des pensions? Si nous parlons des pensions, je discute avec M. Delevoye et avec des camarades fonctionnaires. Si, et je ne vois pas pourquoi il y aurait M. Sarkozy et M. Fillon, si nous parlons alors des retraites, c'est autre chose. Je discute avec M. Sarkozy et M. Fillon, mais je ne discute plus avec M. Delevoye. Et je casse la négociation comme ça. Je le sais. Alors, en descendant, Fillon me le dit. Vous avez bloqué mon truc. J'ai dit oui, parce que le grand débat de fond, c'était ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, il nous reste plus que 7 minutes. Eh ben, je vais ce que M. Blondel ne dit pas. Ce que M. Blondel ne dit pas. C'est qu'en réalité, attendez, excuse-moi, c'est en réalité que si le gouvernement avait décidé de revenir à 37 ans et demi pour les fonctionnaires, paf, il n'y avait plus un gars dans la rue. Sauf que les salariés du privé, eux, étaient toujours à 40 ans. Ça, personne ne le dit. Alors, refaisons pas 2003, s'il vous plaît. Refaisons pas 2003. C'est plus beau. Mais là, on est quand même à une échéance intéressante aussi. Là, oui, mais justement, j'ouvre sur cette échéance, si j'ose dire. Le gouvernement dit maintenant il faut allonger l'âge légal. Alors, eh bien, justement, c'était déjà la démarche de Fillon. Et j'ai expliqué à Fillon que moi, j'étais d'accord. Je vais vous dire, si on interdit aux patrons de licencier avant 62 ans. Ça serait votre préalable à vous. Ouais. Interdiction de licenciement jusqu'à 62 ans. Oui, parce que l'opération, c'est ça. C'est tous ceux qui sont virés à 56, 57, 58, 59. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est un problème d'emploi. C'est par là qu'il faut travailler. Vous savez, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, mais qui paye des salaires et qui paye les cotisations sociales, elle sert à quelque chose. Mais maintenant, pour trouver une entreprise comme ça, allez, les patrons ferment. Le problème. Regardez bien regardez la position du MEDEF actuellement. Ils se taisent, ils disent rien. En sous-main, ils poussent la capitalisation. Et surtout, pas d'augmentation de cotisation. Bon, ça, c'est votre position à vous. Sur la CFDT, on dit quoi sur la négociation possible? Parce qu'effectivement, comme le dit le PS, c'est faisons payer autrement, augmentons les impôts pour certains, y compris pour ceux qui gagnent le plus d'argent. On a deux attitudes dans tout le long de cette réforme. D'une part, c'est de mettre en avant les questions d'inégalité, les questions d'injustice, en particulier sur le financement, mais aussi sur les carrières professionnelles. D'autre part, d'être aussi dans la négociation, de discuter, enfin la négociation, la concertation, on va dire. De discuter de différents aspects. On n'oppose pas les deux, on doit faire les deux. Et on le fait d'une façon le plus unitaire possible, d'ailleurs, en termes d'action, etc. L'enjeu en 2010 n'est pas l'enjeu en 2003. L'enjeu en 2010, c'est de savoir quels sont les leviers utilisés. Or, de toute évidence, la loi qui va être rendue publique dans les jours qui viennent va durcir l'âge de la retraite. Ça veut dire quoi? C'est une niette là-dessus? Pour nous, ça veut dire simplement qu'on fait peser cette réforme exclusivement, d'une part aux salariés qui ont commencé à travailler jeunes, ceux qui ont commencé à travailler à 24-25 ans sont épargnés totalement dans l'État sur cette réforme, d'autre part ceux, comme l'a dit Marc, ceux qui sont plus au boulot. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va prolonger la précarité des gens qui aujourd'hui en chômage, les gens partent de l'entreprise à 58 ans et demi et ils liquident leur retraite à 61 ans et demi.
demain les gens vont continuer à sortir des entreprises à 58 ans, ils seront une année de plus ou au chômage ou en le invalidité. fait d'allonger l'âge légal de la retraite va mécaniquement augmenter la période passée au travail. Vous ne pensez pas que ça va décaler? C'est ce que dit le MEDEF. Mais le désengagement sur la formation syndicale commence à 46 ans. À 46 ans, on investit moins sur la formation des gens. Si le MEDEF voulait que ça dure plus longtemps, l'âge légal, c'est que l'âge légal. Déjà maintenant, on peut dépasser les 60 ans. Bon, c'est autorisé. On a bien compris. Dites-moi simplement, vu le calendrier, vu effectivement ce projet de loi qui va sortir, vu après la discussion cet été, puis à la rentrée, etc. Vos pronostics, on s'oriente vers quoi? Est-ce que on s'oriente vers un blocage aussi grave que celui de 95, 93, 95. En 93, les salariés du privé ont été concernés. Non, mais c'est autre chose. Mais est-ce qu'on s'oriente vers un blocage La pire réforme des retraites, c'est celle de 93. Vous sentez comment les choses? C'est un peu compliqué parce que il va y avoir l'été. Je pense que le fait que la loi soit connue, les gens vont se rendre compte à la fois individuellement ce que ça va appliquer pour eux et collectivement ce que ça va appliquer. Donc ça va dans notre mijoter société. pendant l'été. Mais évidemment. Et ça ensuite, va sortir à l'automne. Alors on verra aussi le contenu exact de ce projet de loi parce qu'on le connaît pas. Donc si ce projet de loi corrige un certain nombre de choses, peut-être qu'un certain nombre de salariés vont se dire bon, mais moi j'en suis pas sûr. Et en tout cas, en tant qu'organisation syndicale, nous clairement, on estime que la réforme est actuelle, dans l'état actuel des choses, injuste. On lit pas dans la boule de cristal, tout le monde se demande un peu. Simplement, ce qu'il faut constater, c'est que on n'est pas dans un système de négociation. Il y a une concertation, même dans la version optimiste. J'ai entendu, y compris dire que c'est une consultation, mais que la décision sera celle du gouvernement. D'ailleurs, le calendrier que vous évoquiez tout à l'heure montre bien que le calendrier, il est exclusivement politique. Il y aura des consultations à différentes étapes. Alors, ce que ça peut produire dans le champ social, est-ce que où en est la prise de conscience, est-ce que les gens pensent, parce qu'il y a un discours un peu fataliste aussi sur les retraites. Dans l'opinion, des arguments. Il va falloir faire des efforts. Il y a quand même un matraquage, excusez-moi le mot, depuis quelques années, même sur. Il y a une espèce de mise en scène de la dramatisation de la question des retraites qui est quand même importante. 20 secondes, le détail du travail, est-ce que pessimiste, optimiste, vous qui avez l'habitude quand même de jauger ces rapports de force-là, quand même. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sujets. La question qui est posée, c'est que face à des sujets très importants qui concernent l'évolution des relations du travail. Alors il y a les retraites, mais il y en a plein d'autres. La question qui est posée, c'est de savoir comment va s'articuler le rôle de l'État et des partenaires sociaux. Et donc, j'insiste sur le fait que la volonté du gouvernement, c'est d'agir véritablement en concertation avec les discuter. Pardonnez-moi, mais le technique employé. La technique employée, c'est la communication, c'est-à-dire qu'en définitive, on distille comme ça publiquement des choses, on avance, on recule, etc. Ça fait prendre position à tout le monde, y compris aux partis politiques, etc. Il n'y a plus de négociation dans tout ça. La négociation, la loi du 11 février 50 ne s'applique plus. On va aller vers du clash, qu'on va aller vers quoi? Eh bien, il y aura des réactions spontanées. Il y aura ce que les organisations syndicales voudront faire, et moi, je le dis publiquement. Quels que soient les jugements que je puisse avoir sur l'opportunité, quand elles se battent, je les soutiens, quelles qu'elles soient. Ceci étant, il est clair qu'il peut y avoir aussi des réactions qui dépassent largement tout ça. Mais derrière, il y a un élément qui, à mon sens, est un élément très important, c'est la dette publique. Et en fait, ce que veut le gouvernement, c'est faire sauter la charge des pensions des fonctionnaires. Ça serait le but ultime de tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et bon, vu le calendrier, vu ce qui se profile devant nous, on sait, d'ici quelques jours, qu'on connaîtra effectivement ce projet de loi du gouvernement, et puis qu'il y aura l'été, et puis il y aura la rentrée, etc. Et on n'a pas fini de parler de cette question des retraites, qui est une question essentielle pour nous tous, puisque derrière ça, c'est quand même dans quelles conditions d'égalité on abordera notre fin de vie professionnelle, notre fin de vie financière, on va dire. C'est ça aussi qui est derrière. Merci beaucoup. Ça devrait être l'objectif, savoir quelle est la place du retraité en l'an 2050. Et la place des jeunes aussi. Et la place des système des retraites. C'est très, très important. Merci à vous tous. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, et notamment à Cécile Sixou. Vous pouvez bien sûr nous faire part de vos remarques, de vos critiques sur notre site internet. La semaine prochaine, vous retrouverez Élise Lucet pour débattre d'un personnage éminemment important, puisque c'est Gérard de Gaulle, et on sera, j'imagine, du côté du 18 juin. Et moi, je vous dis à bientôt sur Publicita pour d'autres débats.